L'une des légendes les plus intrigantes et durables transmises de génération en génération par les natifs des îles Salomon est celle des géants monstrueux. Selon la tradition, ces énormes créatures habiteraient des grottes et des espaces souterrains qui relient les îles. Selon la personne à qui vous demandez, certaines personnes pensent que les géants sont bons, d'autres pensent qu'ils sont mauvais et dangereux, avec des histoires sur ces géants chassant, tuant et même mangeant des gens. Pendant longtemps, cela a été considéré comme des histoires. Mais après de nombreuses recherches de plusieurs personnes, ces histoires commencent à montrer des signes de vérité. Les îles Salomon ont une longue histoire intéressante, remontant à des centaines d'années. Selon la légende, ou l'histoire, le roi Salomon d'Israël a envoyé ses navires commerciaux dans le monde entier pour trouver les biens les plus précieux. La richesse du roi Salomon est quelque chose qui existait et qui a été documenté non seulement dans la Bible, mais aussi dans d'autres œuvres littéraires. Et beaucoup de gens convoitaient la richesse dont parlait le roi Salomon. Les explorateurs espagnols, pendant l'âge des découvertes, connaissaient bien cette histoire de la Bible et l'utilisaient comme une carte, suivant les mêmes voies commerciales et histoires écrites dans les anciens textes juifs. Les îles ont finalement été découvertes par un explorateur espagnol nommé Álvaro de Mendaña, de Neira, en 1568. Il a navigué depuis le Pérou et est tombé sur ces magnifiques îles intactes. Mendaña était certain d'avoir trouvé l'endroit d'où le roi Salomon avait obtenu l'or pour son temple à Jérusalem, et nomma les îles Salomon, en l'honneur du roi Salomon. Les rumeurs sur les vastes richesses sont devenues virales pendant des centaines d'années, et des personnes du monde entier se sont lancées pour découvrir les gisements d'or prétendus de cette île. Cependant, les affirmations de Mendana concernant la découverte d'or n'ont jamais été prouvées. Mais des entreprises modernes ont pu extraire beaucoup d'or des mêmes îles que Mendana a explorées. Cela a amené beaucoup de gens à penser qu'il avait peut-être raison et qu'il pourrait encore y avoir une grande quantité d'or enterrée quelque part sous terre, attendant d'être découverte. Mais curieusement, ce n'est pas cela pourquoi les îles Salomon sont célèbres. En fait, les îles Salomon sont connues comme l'endroit où vivent des géants. Selon certains témoignages et descriptions, ces géants mesuraient 3 mètres de haut, et certains disent qu'ils pouvaient être encore plus grands. Leurs cheveux sont très longs, généralement de couleur noire, brune ou rougeâtre. Leurs yeux étaient rouges, leur visage plat, et leur bouche était grande. Bien qu'ils ressemblent à des animaux monstrueux et dénués d'esprit, certains disent que les géants sont en réalité intelligents et ont leur propre société et systèmes sociaux. Les indigènes croient qu'il pourrait y en avoir des milliers vivant sur l'île, utilisant des réseaux de grottes complexes pour se déplacer. Maintenant, je sais que cela vous semble étrange et bizarre en regardant cette vidéo, parce que les géants sont, des géants. Ils ne peuvent pas être si faciles à cacher, surtout un millier d'entre eux. Mais voilà le point. Les îles Salomon ne sont qu'un des nombreux endroits différents, tribus et cultures qui parlent de géants. Au Nevada, à des kilomètres et des kilomètres des îles Salomon, il y a des histoires sur les Sitka, des Indiens Paiutes qui vivaient dans la région. Ils parlaient d'hommes et de femmes aux cheveux roux mesurant jusqu'à 12 pieds, qui vivaient à l'origine dans la région lorsque les Paiutes y étaient arrivés pour la première fois. Ces géants, malheureusement, n'étaient pas amicaux et préféraient manger des gens plutôt que des animaux. Donc on pourrait dire qu'ils avaient du mal à se faire des amis. Les tribus indiennes durent mettre de côté leurs différences et s'unir pour attaquer les géants. Ils réussirent à en tuer la plupart. Les géants encore en vie se réfugièrent dans une grotte. Les Indiens, voyant que les géants étaient acculés, entassèrent des broussailles dans la grotte et y mirent le feu. Les géants qui essayaient de sortir étaient abattus avec des flèches. Les géants restants sont morts d'asphyxie. La grotte où les géants se sont cachés était connue sous le nom de Horseshoe Cave, mais vous la connaissez peut-être sous son nom actuel, Lovelock Cave. La grotte de Lovelock est située à environ 20 miles au sud de Lovelock, Nevada, et à l'intérieur de la grotte, des archéologues ont découvert des crânes humains surdimensionnés, des sandales de 15 pouces et d'énormes empreintes de main, qui ont toutes été mises au jour lors de diverses fouilles au cours du siècle dernier, qui ont continué à éveiller la curiosité des scientifiques et du public. Ce qui est frappant dans cette histoire, ce sont les similitudes dans la description de l'apparence des géants
et leur comportement, correspondant au récit des habitants des îles Salomon. Contrairement aux États-Unis, où toute mention de quelque chose d'extraordinaire est immédiatement recouverte de couches de mensonges, de déni et parfois d'une menace pour la vie, le pays du Pérou est assez différent et présente ses découvertes au public. Dans l'histoire du Pérou, les Incas avaient des rois qui étaient immenses et avaient des cheveux à la fois roux et blonds. Dans le musée de l'or à Lima, vous pouvez encore voir les vêtements et la tête d'un roi Inca atteignant une taille de 10 pieds. Sa tête préservée et séchée est environ 2 fois plus grande que la mienne, ou celle de n'importe quel humain. Encore une fois, contrairement aux États-Unis, partout où vous allez au Pérou, il y a des crânes et des squelettes géants. Beaucoup de crânes n'ont pas une apparence normale non plus. Et non, ils n'ont pas tous des millions d'années, comme la plupart des gens le penseraient. Dans la plupart des cas, ces restes n'ont que quelques centaines d'années. Il y a de nombreuses, et je veux dire de nombreuses histoires et images montrant que des géants ont existé, comme la masse de 64 livres qui a été trouvée dans une mine de cuivre au nord du pays de Galles et qui a 3500 ans. De gigantesques haches, épées et d'autres armes ont été trouvées en Iran. Des restes de géants ont également été découverts en Arizona, en Californie, dans l'Ohio, au Pérou, aux îles Salomon et bien d'autres endroits encore. Mais rien de tout cela ne surpasse la personne qui a affirmé avoir été témoin de cela et avoir survécu pour raconter l'histoire avec des preuves. Marius Bourron a travaillé comme ingénieur en aéronautique et hélicoptère dans l'outback australien et a même fait partie de la Royal Australian Air Force. En 1995, il a décidé de quitter l'Australie et de déménager aux îles Salomon pour y vivre. Marius a vécu et travaillé aux îles Salomon en tant que pilote d'hélicoptère et ingénieur. Il aimait la culture, le folklore et tout ce qui concernait le pays, tellement qu'il a épousé une autochtone. Il faisait, d'une certaine manière, partie de la tribu. Après un certain temps, il a commencé à entendre des histoires sur des géants vivant dans la région. Au début, il pensait que ce n'étaient que des histoires ou une partie de quelque folklore, mais plus il interagissait avec les natifs, plus il voyait que pour eux, ce n'était pas juste une histoire. C'était comme s'ils discutaient d'histoire, tout comme les Américains parlent des pères fondateurs et les Russes de Catherine la Grande. Ces natifs parlaient des géants comme s'ils faisaient partie intégrante de leur civilisation. La curiosité de Marius grandit et il commença à les interviewer, à recueillir leurs déclarations et, dans de rares cas, des témoignages réels de personnes qui avaient vu des géants. Il a compilé toutes les informations qu'il avait obtenues et a écrit un livre sur tout, intitulé Solomon Island Mysteries Adventures. Il est entré dans les détails de chaque information qu'il a recueillie et a même parlé d'avoir été témoin d'un événement OVNI directement là-bas dans les îles Salomon et d'un nouvel ordre mondial dans lequel son pays, l'Australie, fait partie. Maintenant, avant de continuer, je veux vous rappeler que cela était avant l'ère d'Internet. Internet n'était pas aussi interconnecté que nous l'avons actuellement. Les informations n'étaient pas aussi facilement accessibles que vous pourriez le souhaiter. Sans parler des îles Salomon, où Internet était en bas de la liste des priorités du gouvernement. Je dis cela parce que les Autochtones décrivaient les géants qui faisaient partie de leur histoire comme mesurant plus de 3 mètres de haut avec de longs cheveux noirs, bruns ou roux, ce qui coïncide avec la description de géants d'autres cultures. Leur culture n'aurait pas pu être facilement influencée par Internet ou par oui-dire, au point qu'ils inventeraient la même description que d'autres cultures. Ainsi, les insulaires ne pouvaient pas imaginer que l'existence des géants était une grande découverte pour le reste du monde. Pour eux, c'était rien, juste une partie de leur vie. Une histoire remarquable du livre de Marius était celle d'une femme nommée Mango. Selon l'histoire, elle a été enlevée par des géants quand elle était jeune. Elle a passé environ 25 ans avec eux. Sa famille pensait déjà qu'elle était morte et a simplement accompli des rites funéraires pour elle, ne sachant pas qu'elle était retenue captive par les géants. Elle fut finalement retrouvée dans un jardin sur la côte nord-est de l'île. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle était hystérique, écumait de la bouche et surtout, elle était enceinte, soulevant plus de questions que de réponses. Selon l'histoire, un géant l'avait prise pour épouse.
et je n'arrive même pas à concevoir une telle relation. Quand les gens l'ont vue dans le jardin, ils ont essayé de l'attraper, mais sa peau était tellement glissante que les hommes ont eu du mal à la tenir en place. Un des hommes a eu une idée ingénieuse et a pris des feuilles rugueuses qu'ils ont utilisées pour la maintenir et l'attacher avec une liane. Elle a ensuite donné naissance à une mutation d'un garçon demi-géant. Le garçon n'a vécu que jusqu'à l'âge de 5 ans, avant d'être tué par l'un des hommes par peur que l'histoire se répète. Quant à Mango, elle est morte, mais n'a jamais retrouvé sa santé mentale. Il y avait d'autres histoires similaires d'observations de géants sur l'île que Marius a couvertes dans son livre. Et la chose folle est que nous ne pouvons pas dire que c'est purement une œuvre de fiction. Parce qu'une fois que nous disons cela, nous disons indirectement que toutes les œuvres écrivant sur les géants sont aussi de la fiction. Et il y a beaucoup d'écrits sur les géants, même jusqu'à la Bible. Mis à part le fait que la Bible soit un livre hautement spirituel, la Bible est aussi un récit historique des événements qui se sont déroulés dans l'histoire. De ce fait, les archéologues utilisent parfois la Bible comme guide pour déterrer des artefacts, des trésors et faire des découvertes sur les anciennes civilisations. C'est à quel point la Bible est précise. C'est pourquoi un Samuel chapitre 17, versets 4 à 7 a du poids dans ce sujet. Un champion nommé Goliath, qui était de Gath, sortit du camp des Philistins. Sa taille était de 6 coudées et un empan. Il avait un casque de bronze sur la tête et portait une cuirasse de mailles de bronze pesant 5000 cycles. Sur ses jambes, il portait des jambières en bronze, et une javeline en bronze était suspendue sur son dos. Le bois de sa lance était comme une barre de tisserand, et sa pointe de fer pesait 600 cycles. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Goliath a été décrit comme un géant. Sa taille, selon la Bible, était de 6 coudées et un empan, ce qui signifie qu'il mesurait 9 pieds et 9 pouces de haut. Son casque en bronze pesait 30 livres, ce qui était essentiellement un seau en bronze. Maintenant, ajoutez un t-shirt qui pèse environ 150 livres, ce qui revient à porter quelqu'un sur votre poitrine en marchant. Si ce poids ne vous fait pas encore tomber par terre, il est temps d'en ajouter plus sous la forme d'une arme. Maintenant, imaginez-vous portant une énorme lance métallique qui pèse environ 30 livres. Goliath avait aussi une belle épée que David utilisa pour lui couper la tête. J'aimerais aussi imaginer que l'épée était grande et lourde. Ce n'était pas une histoire. C'était un compte-rendu d'un événement qui s'est déroulé entre Israël et les Philistins. Et une chose que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle mentionne également d'autres archives historiques pour une lecture supplémentaire, insinuant que certaines des histoires sont la version résumée. Et pendant longtemps, les gens, moi y compris, se sont concentrés uniquement sur Goliath. Sa description à elle seule était captivante, mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que Goliath avait aussi des frères, qui étaient des géants. Tout est dans la Bible. Dans deuxième livre de Samuel chapitre 21 verset 16 jusqu'à la fin, il est question de plusieurs géants impliqués dans une guerre contre Israël. Les 4 venaient du même pays que Goliath et combattaient pour les Philistins avant de trouver la mort. La première fois que les géants ont été mentionnés dans la Bible, c'était dans la Genèse. À cette époque, ils étaient appelés par un nom différent, les Néphilim. Les Néphilim étaient un groupe d'êtres ou de personnes étranges qui étaient exceptionnellement grands et forts. Ils ont vécu avant et après le déluge. Ils étaient les tout premiers géants. Cela signifiait qu'il y avait une reconnaissance des géants en tant que race, existant dans le passé, et si nos théories sont juste un peu correctes, les géants des îles Salomon pourraient être les derniers survivants de cette espèce qui ait jamais parcouru la Terre. Alors, je vous ai parlé des observations, des liens avec d'autres cultures partout dans le monde, et je vous ai dit de vous abonner à notre chaîne, et d'aimer cette vidéo aussi. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est un récit militaire de soldats qui ont juré avoir combattu des géants aux îles Salomon et ont eu la chance d'être en vie pour raconter l'histoire. La bataille de Guadalcanal fut une campagne militaire qui se déroula du 7 août 1942 au 9 février 1943 sur et autour de l'île de Guadalcanal dans les îles Salomon. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut la première grande offensive terrestre des Alliés contre l'Empire du Japon. Le 7 août,
1942, les forces alliées, principalement des Marines américains, ont débarqué sur Guadalcanal, Tulagu, l'île de Florida, et dans le sud des îles Salomon, avec l'objectif d'utiliser Guadalcanal et Tulagu comme base pour une nouvelle campagne visant à capturer ou neutraliser Rabaul, qui était la principale base japonaise en Nouvelle-Bretagne, ce qui a été réussi. Entre août et novembre, les Japonais ont fait plusieurs tentatives pour reprendre l'île. Presque chaque jour, il y avait 7 grandes batailles navales et aériennes qui ont finalement conduit à la bataille navale décisive de Guadalcanal au début de novembre, où les derniers navires japonais ont été coulés. Les Japonais ont élaboré un plan et ont essayé d'attaquer l'île depuis la mer et de débarquer suffisamment de troupes pour la reprendre. Mais en décembre, ils ont simplement renoncé à reconquérir le territoire et ont évacué leurs forces restantes en février 1943. Même les troupes alliées ont été choquées et surprises. Et c'est là que l'histoire prend un tournant étrange. Il s'est avéré que les troupes japonaises combattaient 2 ennemis différents en même temps. On dit que les troupes japonaises stationnées sur ces îles ont vu d'énormes créatures, semblables à des géants, qui mesuraient 3 à 4 mètres de haut. Non seulement ces êtres étaient vus par les soldats japonais, mais ils ont également combattu les géants. Mais leurs armes n'avaient aucun effet contre les géants. Les troupes japonaises ont perdu plus de la moitié de leur escouade dans cette bataille, certains soldats étant emportés par les géants, tandis que d'autres se cachaient. Les rencontres ont laissé une marque indélébile sur les troupes, dont beaucoup ont parlé de la difficulté à dormir, hantés par les échos des cris de leurs camarades. Et même si vous ne croyez pas à l'histoire, une chose est certaine, et elle figure dans les archives. Les Japonais, connus pour préférer la mort à la défaite, ont abandonné la mission et sont rentrés chez eux. Bien sûr, avec chaque histoire, légende, folklore et conte raconté, il y a toujours ceux qui préfèrent s'en tenir aux faits et preuves fournis, ce qui, je dois l'admettre, est quelque chose avec lequel cette histoire a du mal. Par exemple, l'histoire japonaise semble douteuse, car pour commencer, les îles sont habitées par des personnes depuis au moins 32 000 ans. Et non seulement cela, dans les années 50 et 60, la région a été minutieusement cartographiée à la recherche de ressources minérales. Souviens-toi que les gens croyaient à l'histoire de Mendana, et ces gens et corporations ont pris leur temps pour leur exploration et exploitation jusqu'à ce qu'ils aient plus qu'assez avant de partir. Il est également possible que les Japonais aient combattu les peuples indigènes et qu'ils aient utilisé la guerre de jungle et des tactiques pour vaincre les soldats japonais, comme au Vietnam. Et malheureusement, certains de ces indigènes étaient cannibales, ce qui expliquerait le fait de manger des gens. Ce qui m'amène également au point suivant pour les critiques, et je ne vais pas mentir, leur théorie avait beaucoup de sens. Et c'est aussi simple que de dire qu'ils ont rencontré une personne vraiment grande. Restez avec moi. Le gigantisme était un problème dans le passé, et en raison du manque d'innovation médicale, beaucoup de gens continuaient simplement de grandir. Le gigantisme, également appelé acromégalie pédiatrique et gigantisme hypophysaire, est une condition très rare qui se produit lorsqu'un enfant ou un adolescent a des niveaux élevés d'hormones de croissance dans son corps, ce qui les pousse à devenir très grands, ou pire, à ne jamais arrêter de grandir. L'histoire a enregistré de nombreux individus si grands que vous pourriez facilement les classer comme des géants. Robert Wadlow, un Américain qui mesurait 8 pieds et 11 pouces, en est un exemple. Robert Wadlow était la personne la plus grande qui ait jamais vécu, et il n'a jamais cessé de grandir jusqu'à sa mort. Tandis que la personne la plus grande encore en vie est un agriculteur de Turquie nommé Sultan Kösen. Il mesure 8 pieds et 2 pouces, ce qui fait automatiquement de lui un détenteur du record du monde Guinness. Il détient le record de la plus grande main du monde avec une taille impressionnante de 27,5 cm et des deuxièmes plus grands pieds au monde, mesurant 36,5 cm. Il a dû subir une opération chirurgicale pour arrêter de grandir, car cela affectait la qualité de sa vie. Alors, imaginez voir Sultan Kösen venir droit vers vous dans une jungle. Personnellement, je crierais de toutes mes forces en hurlant « Les géants sont là !» Honnêtement, je m'émerveille toujours des hauteurs des basketteurs. Ces êtres sont trop grands. Je veux dire, regardez ces différences saisissantes.
Je ne sais pas pour vous, mais cela se classe certainement comme géant pour moi. Et cela pourrait être ce qui s'est passé à l'époque. Regardez Georg Muresan, qui mesure 7 pieds 7 pouces de haut, certainement dans les 200 prochaines années. Et quelqu'un trouve sa tombe avec juste son os de la jambe plus grand que la moitié de la population mondiale. Il penserait aussi que les géants existaient. Et leur présence en NBA prouve que les géants sont athlétiques. Ils pouvaient courir, vous traîner facilement jusqu'à leur cachette, et essentiellement faire ce qu'ils voulaient de vous. Et cela n'a pas aidé que, tout au long de l'histoire, il y ait eu beaucoup d'escrocs et de menteurs qui affirment avoir trouvé des géants, et même pris des photos avec les os, pour découvrir ensuite que les os ont été collés ensemble pour créer cette taille, ou pire, retouchés avec Photoshop. L'une des arnaques archéologiques les plus connues de l'histoire américaine était le géant de Cardiff. C'était un homme pétrifié de 3 mètres de haut et pesant environ 3000 livres, découvert le 16 octobre 1869 par des personnes creusant un puits derrière la grange de la maison de William Newell à Cardiff, New York. Après sa découverte, il est rapidement devenu un site d'attraction. La croyance est devenue si répandue que le président Abraham Lincoln a fait référence à la race perdue des géants, ainsi qu'aux mastodontes disparus, en décrivant l'âge des chutes du Niagara. Le plus fou, c'est que la personne qui a tout planifié, George Hull, l'a fait pour prouver un point, que l'on peut facilement tromper les gens. Hull, qui est athée, s'est disputé avec le révérend Turk et ses partisans lors d'une réunion de réveil méthodiste au sujet de la Genèse, chapitre 6, verset 4, qui dit que des géants vivaient autrefois sur terre et qu'ils étaient connus sous le nom de Néphilim, issus d'une union impie entre les anges et les femmes. Et le révérend a relié les observations rapportées dans le journal avec la Bible, insinuant que les événements bibliques sont réels. Hull a perdu le procès, prouvant que ce qui était écrit dans les journaux était un mensonge. Hull était furieux d'avoir perdu, alors il voulait montrer à quel point il était facile de tromper les gens. En 1868, Hull et un autre homme nommé H.B. Martin ont engagé des hommes pour découper un bloc de gypse de 3,15 mètres à Fort Dodge, Iowa. Beaucoup d'acides et de teintures différents ont été utilisés pour donner aux géants un aspect ancien et usé. En novembre 1868, Hull a emmené le géant à la ferme de son cousin William Newell par train. Il a dépensé un total de 2600 $ pour ce canular, ce qui équivaut à environ 60 000 $ de nos jours. Le géant a été enterré dans un trou à la ferme de Newell une nuit à la fin de novembre 1868. Près d'un an plus tard, le 16 octobre 1869, Newell engagea Gideon Emmons et Henry Nichols pour creuser un puits. Et c'est là qu'ils trouvèrent le géant. Et il avait raison. Les gens y ont cru. Ainsi, je suis presque sûr que vous avez vu cette image. L'une était si convaincante que je l'ai vraiment cru. Mais tout était un mensonge. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces images n'ont pas été créées pour tromper ou duper qui que ce soit, mais pour un concours de Photoshop. Certaines d'entre elles ont été réalisées par le Weekly World News, un journal de mauvaise qualité qui publie souvent des blagues et des canulars pour faire rire les gens. Mais certaines personnes pensaient que les photos étaient réelles et les ont partagées sur Internet. Et cela n'a cessé de continuer. C'est pourquoi la plupart des sceptiques ne croient pas à l'histoire du géant. Comment pouvez-vous faire la différence entre les histoires vraies et les fausses? Sachez que ces mensonges existent depuis longtemps, pleins de mystères et de merveilles qui ne peuvent pas être expliqués. Il serait stupide de penser que le monde est tel qu'il semble. Même après avoir raconté cette histoire, je ne peux m'empêcher de sentir que je n'ai fait qu'effleurer la surface.